Bonjour, alors on va commencer le cours. On va terminer l'exercice, le dernier exercice du TD numéro 2 qu'on avait entamé. Alors, exercice 4, c'est sur les estimateurs maximum de vraisemblance. Pour déterminer la qualité de l'eau d'une rivière, on procède à une série de tests. On prélève un tube de 1 ml d'eau de la rivière et on compte le nombre de bactéries X1, X2, Xn se trouvant dans chaque tube. Donner un estimateur du maximum de vraisemblance du nombre moyen θ de bactéries par tube de millilitres. Donc, quelle est la loi qu'on va utiliser là? Ici, on vous donne un nombre moyen θ de bactéries par tube de 1 millilitre. Donc ça vous fait penser à quelle loi quoi? Dans la liste des lois, c'est-à-dire dans le formulaire que je vous ai donné en préalable du cours, ça vous fait penser à quelle loi quoi? Comment? Loi de Poisson, effectivement, oui. Ceux qui sont en ligne, là, vous m'entendez quoi? Oui. Ok, très bien. Yes. Oui. Donc, on prélève un tube de 1 ml d'eau de la rivière et on compte le nombre de bactéries X1, X2, Xn se trouvant dans chaque tube. Donner un estimateur du maximum de vraisemblance du nombre θ de bactéries par tube de 1 ml. Donc, soit θ, le nombre moyen de bactéries par tube, soit X, le nombre de bactéries dans un tube. On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre θ. On prélève n tubes et on note xi, la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de bactéries dans le tube du héros i. Donc xi suit une loi de Poisson de paramètre θ. Donc la probabilité que grand xi soit égal à petit xi est égale à exponentielle de moins θ, θ puissance xi sur xi factoriel. Donc je vous rappelle la probabilité que x égale k, c'est exponentielle de moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Alors xi est un entier ici. La probabilité que grand xi est égal à petit xi est égale à exponentielle de moins θ, θ puissance xi avec xi entier divisé par xi factoriel. Et lorsque vous avez une loi de Poisson, l'espérance est égale à la variance qui est égale au paramètre. Donc espérance de xi est égale à la variance de xi qui est égale à θ. Donc, vous allez calculer la fonction de vraisemblance. La fonction de vraisemblance, ça va être égal à quoi? La fonction de vraisemblance de x1, x2, xn, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à un produit, mais le produit de quoi? Ça va être égal au produit des densités. Donc la densité ici pour une variable aléatoire discrète, c'est la probabilité que grand xi soit égal à petit xi. Au lieu d'avoir petit f indice grand x de petit x pour une variable aléatoire continue, comme la densité, vous avez la probabilité que grand x est égal à petit x. Ça, c'est la valeur de la densité de la variable aléatoire grand xi en petit xi. Donc, comme les variables aléatoires sont indépendantes, le produit de l'intersection des événements, la probabilité de l'intersection des événements est égale au produit des événements.
Donc L de x1, x de xn de θ est égal au produit que grand x soit égal à petit xi. La probabilité que grand xi soit égal à petit xi, c'est égal à exponentielle de moins θ, θ puissance xi sur xi factoriel. Donc là, ici, vous allez, le produit restitue exponentielle de moins n θ, θ puissance somme pour i variant de 1 à n de xi divisé par produit de xi factoriel pour i variant de 1 jusqu'à n. Pour calculer l'estimateur du maximum de vraisemblance, on va regarder quand est-ce que la dérivée première s'annule. Donc, je vous rappelle que pour un maximum de vraisemblance, vous avez deux conditions à vérifier. La condition du premier ordre et la condition du second ordre. La condition du premier ordre, c'est que la dérivée de la vraisemblance par rapport à θ s'annule. Et la condition du second ordre, qui sera toujours vérifiée dans la pratique, dans les exercices qu'on va résoudre, il s'agit de la dérivée partielle seconde de log de la vraisemblance par rapport à θ carré, qui est strictement négatif. Donc là, vous avez calculé L de x1, x de xn, et vous allez donc calculer maintenant log de L de x1, x de xn. C'est égal à log d'exponentielle de moins n θ, ça fait donc moins n θ, plus log de θ, la somme pour i variant de 1 jusqu'à n, moins le logarithme du produit pour du xi factoriel pour i variant de 1 jusqu'à n. Ensuite, vous dérivez le logarithme de la vraisemblance par rapport à θ, ça vous donne moins n plus 1 sur θ, la somme pour i variant de 1 jusqu'à n des xi. Et moins n plus 1 sur θ, la somme des xi est égale à 0. Si θ est égal à 1 sur n, la somme des xi pour i variant de 1 à n. Donc le maximum de vraisemblance est atteint pour θ chapeau qui est égal à x bar. Donc x bar est l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ. Et on a θ chapeau qui va être égal à 1 sur n, la somme pour i variant de 1 jusqu'à n des xi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, quoi? Monsieur, il y a une question sur Sur le quoi? le chat. J'ai pas entendu sur le. Sur le chat, il y a quelqu'un qui demande la somme de Hélène est-elle bien formulée? Alors, attendez, sur le chat. La somme de Hélène est-elle bien formulée, quoi? Il a ajouté la deuxième ligne du 1. Ben, vous avez L qui est égal à exponentielle de n moins n θ. θ, somme pour i variant de 1 à n des xi divisé par une constante. Donc quand vous passez au log, ça va faire le log de a fois b, ça va faire log de a plus log de b. Donc vous allez avoir log de exponentielle de moins n θ. Le log et l'exponentielle vont s'éliminer, ça va faire moins n θ. Plus le log de θ à la puissance a. Le log de θ à la puissance a, c'est a ln de θ. Donc ici, a est égal à la somme des xi pour i variant de 1 à n. Et vous multipliez par ln de θ. Et ensuite, vous avez moins le logarithme d'une constante. Avec la constante qui est égale au produit pour i variant de 1 à n des xi factoriels.
OK? Donc, vous avez θ chapeau qui est égal à xn bar. Alors, xn bar, quelles vont être les propriétés de xn bar? Une des propriétés évidentes qu'on a vues en cours au sujet de xn bar. Xn bar est un estimateur qui est comment? Ici, l'espérance de xn bar, ça va faire quoi? Ici, l'espérance de xn bar, c'est 1 sur n, l'espérance de la somme pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc, l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances. Ceci que les variables soient indépendantes ou non, vous avez toujours la linéarité de l'espérance. Donc, l'espérance de xn bar, c'est 1 sur n, somme de l'espérance de xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Comme les variables aléatoires ont même loi, l'espérance de x1 est égale à l'espérance de x2 qui est égale à l'espérance de xn. Et donc, l'espérance de xi va être égale à l'espérance de x1. Donc, on va avoir n fois espérance de x1. Donc, l'espérance de xn bar sera égale à 1 sur n fois n espérance de x1. Et n espérance de x1 fois 1 sur n est égale à l'espérance de x1. L'espérance de x1 est égale à θ. Donc, l'espérance de xn bar sera égale à l'espérance de x1 qui sera égale à θ. Donc, l'espérance de xn bar sera égale à θ. Donc, vous aurez xn bar qui sera un estimateur sans biais de θ. Ensuite, on va appliquer la loi des grands nombres. Vous savez que les variables aléatoires sont ID, indépendantes et identiquement distribuées. Ça, c'est dans l'énoncé. Et l'espérance de xi existe. Donc, xn bar, qui sera égal à 1 sur n, la somme des xi pour i variant de 1 à n, va converger en probabilité vers l'espérance de xi. Et l'espérance de xi, ce sera égal à θ. Donc, l'espérance de xn bar, xn bar va converger vers θ lorsque n tend vers plus l'infini. Ceci en probabilité. Ensuite, on va étudier le risque quadratique. Je vous rappelle que le risque quadratique associé à un estimateur est égal à la variance de l'estimateur plus le biais au carré. Ici, le biais est égal à 0. Donc, comme le biais est égal à 0, le risque quadratique associé à l'estimateur est égal à la variance de l'estimateur. La variance de x1 plus x2 plus xn sur n, ce sera égal à 1 sur n carré, variance de x1 plus x2 jusqu'à plus xn. Vous sortez le 1 sur n, il devient 1 sur n carré. Les variables aléatoires sont indépendantes, donc variance de x1 plus x2 plus xn sera égale à variance de x1 plus variance de x2 jusqu'à plus variance de xn. Les variables aléatoires ont même loi, donc variance de x1 sera égale à variance de x2 qui sera égale à variance de xn. Donc variance de xn bar, ça fera 1 sur n carré fois n variance de x1. Et 1 sur n carré fois n variance de x1, ça fait variance de x1 divisé par n. Donc le risque quadratique associé à xn bar est égal à la variance de x1 divisé par n. La variance de x1, c'est θ. Donc le risque quadratique est égal à θ sur n.
et θ sur n converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc x bar converge en moyenne quadratique vers θ. Donc on a x bar qui converge en probabilité vers θ et x bar qui converge en moyenne quadratique vers θ. Maintenant, on va étudier l'efficacité. Étudier l'efficacité, ça revient à comparer l'inverse de l'information de Fisher par rapport à la variance de l'estimateur. Il nous dit que l'estimateur sera efficace si sa variance sera égale à l'inverse de l'information de Fisher. Donc je vous rappelle, en fait, vous avez deux formules pour calculer l'information de Fisher. La fonction de vraisemblance est une fonction de θ. On peut donc la dériver et ainsi définir la quantité d'information de Fisher sur θ apportée par l'échantillon x1, x2, xn. L'information de Fisher associée à θ est égale à l'espérance de la dérivée partielle première par rapport à θ du logarithme de la vraisemblance, ceci au carré. Et vous avez une propriété qui vous dit que, et c'est cette formule-là qu'on utilisera en priorité si on peut l'utiliser, c'est-à-dire sous condition de régularité, c'est-à-dire que dans le cas où les supports de xi ne dépendent pas de θ, l'information de Fisher est égale à moins l'espérance, la dérivée partielle seconde du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ. Donc, vous allez calculer la dérivée partielle seconde par rapport à θ du logarithme de la vraisemblance. Le logarithme de la vraisemblance, on a calculé sa dérivée première, c'est égal à moins n plus 1 sur θ, la somme des xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc la dérivée partielle seconde du logarithme de la vraisemblance est égale à la dérivée de moins n, ça fait 0, et la dérivée de 1 sur θ, ça fait moins 1 sur θ carré. Donc ça va faire dérivée partielle seconde du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ est égale à moins 1 sur θ carré, la somme pour i variant de 1 à n des xi. Donc i de n de θ, on pose que puisque les supports des xi ne dépendent pas de θ, on utilise la seconde formule et on pose que l'information de Fisher est égale à moins l'espérance de la dérivée seconde du logarithme de la vraisemblance par rapport à θ. Donc là, il manque log de L. Il manque le log ici, devant le L. Donc ça fera l'espérance de 1 sur θ carré, la somme des xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Ça fera 1 sur θ carré, la somme des xi, la somme de l'espérance de xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Et l'espérance de xi sera égale à θ. L'espérance de xi est égale à l'espérance de x1. Toutes les espérances sont égales entre elles puisque les variables aléatoires xi suivent la même loi, c'est-à-dire une loi de Poisson de paramètre θ. Donc l'espérance de xi sera égale à θ. Donc ça nous fait 1 sur θ carré, la somme pour i variant de 1 à n de θ. Donc c'est égal à n θ sur θ carré. Donc c'est égal à n divisé par θ. Donc, l'information de Fisher est égale à n sur θ, et donc l'inverse de l'information de Fisher, ce sera θ divisé par n. Donc, l'inverse de l'information de Fisher, c'est θ divisé par n, et la variance de xn bar est égale aussi à θ divisé par n. On l'a démontré lorsqu'on a calculé le risque quadratique. Donc, variance de xn bar est égale à l'inverse de la formation de Fisher qui est égale à θ divisé par n. Donc, comme la variance est égale à l'inverse de la formation de Fisher, ça veut dire que l'estimateur est efficace. Je vous rappelle que dans le cas général, vous avez variance de T de n qui est supérieure ou égale
à l'inverse de l'information de Fisher. Si h de θ est égal à θ, donc h' de θ est égal à 1, donc on a var de t de n est égal à 1 sur i de n de θ, où Tn est un estimateur sans biais. Donc ça, cette égalité est vraie pour les estimateurs sans biais. Et ici, on avait bien un estimateur sans biais pour xn bar. Donc on savait que sa variance serait supérieure ou égale à l'inverse de l'information de Fisher. La question était de savoir si elle l'égalisait. Et c'est le cas, donc l'estimateur xn bar est efficace. Maintenant, on va étudier la loi asymptotique. Donc, on vous demande d'étudier les propriétés de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Dans la question 2, on a étudié le biais, la convergence en proba, le risque quadratique, l'efficacité. Et maintenant, on a la loi asymptotique. D'après le théorème central limite, xn bar est égal à 1 sur n, la somme pour i variant de 1 à n des xi. Ça converge d'après le TCL pour des variables aléatoires qui sont iid. Ça converge en loi vers n de mu sigma carré sur n. Vous avez une autre expression qui vous dit que racine de n de xn bar moins mu sur sigma converge en loi vers n0,1 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, mu est égal à l'espérance de xi qui est égale à θ, et sigma carré est égal à la variance de xi qui est égale à θ. Donc, xn bar converge en loi vers n de θ, θ sur n. Donc là, il s'agit d'une autre propriété de l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire xn bar. Il va converger en loi vers la loi normale de paramètres θ, θ sur n. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, quoi? Pas de questions, quoi? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer au cours. Estimation par un intervalle de confiance. Alors, aussi précise qu'une estimation, elle ne peut être exacte. C'est toujours une valeur approchée du paramètre et on peut souhaiter disposer d'un outil mathématique pour mesurer la quantité de l'estimation. L'idée, non pas de fournir une seule valeur pour le paramètre, mais une fourchette de valeurs probables. La détermination de cet intervalle s'effectue par la donnée du niveau de confiance, c'est-à-dire la probabilité que la vraie valeur du paramètre appartienne à l'intervalle. Ainsi, l'objectif est de déterminer un intervalle AB tel que la probabilité que θ, le paramètre de la loi estimée, soit compris entre A et B est égal à 1 sur alpha, où alpha détermine le niveau de confiance de l'intervalle et correspond au risque d'erreur. Les risques d'erreur sont utilisés le plus souvent avec 10%, 5% et 1%. Donc en fait, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est encadrer le paramètre θ avec deux valeurs. Et ces deux valeurs vont dépendre du niveau de confiance 1 moins alpha qu'on va fixer. C'est-à-dire, on va par exemple avoir, pour alpha qui est égal à 5%, 1 moins alpha qui est égal à 95%. Donc vous aurez 95% de chance que θ appartienne à l'intervalle AB. Les bornes A et B de l'intervalle de confiance dépendent du partage de risque. Alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha 2. Donc, ici, on a
alpha qui est égal à 10%, la probabilité que θ soit compris entre A et B qui est égal à A moins 10%, qui est égal à 90%. Donc on a 5% à droite de B et 5% à gauche de A. Et la probabilité pour que θ soit compris entre A et B est égale à 90%. Les bornes A et B de l'intervalle de confiance dépendent du partage du risque alpha qui est égal à alpha 1 plus alpha 2. Donc là, on note que le risque est symétrique parce que vous avez la même quantité de pourcentage à gauche comme à droite, c'est-à-dire 5% dans les deux cas. On dit que l'intervalle est unilatéral si un des alpha i est nul. Si alpha 2 est égal à 0, l'intervalle est de la forme A plus l'infini. Il est utilisé dans le cas où θ est supérieur ou égal à A. Par exemple, avec les durées de vie, les résistances à la rupture, etc. Si alpha 1 est égal à 0, l'intervalle est de la forme moins infini b. Il est utilisé dans le cas où θ est inférieur ou égal à b. Le nombre de pièces défectueuses, le temps d'attente, etc. Donc ça, c'était pour les généralités. Maintenant, on va étudier l'intervalle de confiance pour une proportion. Alors, pour la proportion, on avait vu que, on va reprendre le cours. On avait Fn qui était égal à 1 sur n, la somme des xi sur n, où xi est égal à 0 ou 1. 1 si l'événement A est réalisé, 0 si l'événement A n'est pas réalisé. Et on avait xi qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P. La probabilité que grand xi soit égal à 1 est égale à petit p, et la probabilité que grand xi soit égal à 0 est égale à 1 moins p. Donc vous avez Fn qui sera égal à 1 sur n, la somme des xi pour i variant de 1 jusqu'à petit n, qui va converger vers n de θ sigma carré sur n. N de mu, pardon, sigma carré sur n. Ici, mu, c'est l'espérance de Fn, et l'espérance de Fn est égale à P. Et sigma carré est égal à P facteur de 1 moins P. La variance de xi est égale à P fois Q, avec Q qui est égal à 1 moins P. Donc, on va avoir Fn qui va converger en loi vers n de mu sigma carré sur n. Ça, c'est le théorème central limite. Ou une autre expression du théorème central limite sera que racine de n, Fn moins mu sur sigma converge en loi vers n0,1. Donc, on suppose que n est suffisamment grand pour approcher la loi de l'estimateur Fn par la loi normale. Alors, la probabilité que vous avez racine de n divisé par p facteur de 1 moins p facteur de Fn moins p, ça, c'est la loi qu'on a centrée et qu'on a réduite. Donc, on a, dans l'expression qu'on vient de voir, on a centré par p et on a divisé par la variance. Donc, ça vous donne racine de n divisé par p facteur de 1 moins p de Fn moins p. Et racine de n divisé par p facteur de 1 moins p de Fn moins p sera compris entre racine de n divisé par p facteur de 1 moins p de Fn moins b et racine de n divisé par p facteur de 1 moins p fois Fn moins a. Donc là, on remarque que dans les bornes, à droite et à gauche, le petit Fn, le grand Fn est devenu petit Fn. Donc, lorsqu'on raisonne avec les bornes, on raisonne avec la réalisation de la variable aléatoire. Donc, la probabilité que
petit p soit compris entre A et B. Donc, vous centrez, vous réduisez, et ça vous donne la probabilité que Z soit compris entre B' et A'. Et Z sera égal à racine de n divisé par P facteur de A moins P facteur de Fn moins P. Z suit une loi normale N01. Donc, vous avez Z qui suit une loi normale N01. Vous étudiez la probabilité que Z soit compris entre B' et A'. On suppose que le risque est symétrique. Et étant donné que la loi N01 est symétrique par rapport à Y, nous pouvons poser A' qui est égal à moins B' qui est égal à K. La probabilité que P soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha. Donc ça équivaut à dire que la probabilité que Z soit compris entre B' et A' est égale à 1 moins alpha. Mais on a A' qui est égal à moins B' qui est égal à K. Donc ça équivaut à dire que la probabilité que Z soit compris entre moins K et K est égale à 1 moins alpha. La probabilité que Z soit compris entre moins K et K, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K, moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K. La probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K, comme la loi Z est symétrique, c'est la probabilité que Z soit strictement supérieur à K. Et la probabilité que Z soit supérieur ou égal à K, c'est 1 moins la probabilité que Z soit inférieur à moins K. Donc on se retrouve à AK, pas à moins K. Donc on se retrouve avec 2 f de K moins 1. Avec f de K qui est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K. F ici est la fonction de répartition de Z. Donc on va avoir 2 f de K moins 1 qui est égal à 1 moins alpha. Donc f de K qui est égal à 2 moins alpha pour 2 f de K. Donc f de K on divise par 2, ça fait 1 moins alpha sur 2. Où f est la fonction de répartition de Z. La valeur de K s'obtient par lecture de la table inverse de la loi N01. Donc si par exemple, vous avez alpha qui est égal à 5%, vous aurez f de K qui sera égal à 1 moins alpha sur 2. Avec alpha qui est égal à 5%, ça donne 0,975. Donc on va chercher le K. Pour un niveau de confiance alpha qui est égal à 5%, on va chercher le K tel que f de K est égal à 0,975. Donc, je vais vous montrer comment on va faire sous Excel pour trouver ce cas. Donc, vous tapez loi normale standard inverse, loi point normal point standard point inverse de n de 0,975. Ce qui vous donne 1,96. Là, il s'agit d'obtenir à partir d'un niveau de confiance 0,975 le quantile. Donc, quand vous allez appliquer l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va partir de 1,96 et on va obtenir le pourcentage, vous allez calculer la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, ce sera loi point normal point standard 1,96 point virgule cumulatif pour fonction de répartition et 0 pour densité.
Donc là, on va calculer la fonction de répartition. La probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 1,96 et ça vous donne 0,975. Est-ce que tout le monde a bien compris comment ça se passait pour le calcul des quantiles? OK. Donc ici, on a vu comment on obtenait la valeur de K par lecture de la loi, de la table inverse de la loi N01. Alors on a posé A' qui est égal à racine de N divisé par P facteur de 1 moins P de Fn moins A. Et on a posé B' qui est égal à racine de N divisé par P facteur de 1 moins P de Fn moins B. Donc on a avec A' est égal à B moins B' qui est égal à K, on a A qui est égal à Fn moins K racine de P facteur de 1 moins P sur N, et B qui est égal à Fn plus K racine de P facteur de 1 moins P sur N. Ces bornes dépendent de P, inconnues, cependant on peut montrer que lorsque N est grand, racine de P facteur de 1 moins P sur N est équivalent à Fn racine de Fn facteur de 1 moins Fn sur N. Finalement, l'intervalle de confiance symétrique d'une proportion point risque alpha est Fn moins K racine de Fn facteur de 1 moins Fn sur N, Fn plus K racine de Fn facteur de 1 moins Fn sur N. Donc, on va reprendre l'exemple de l'école d'ingénieur. L'administration d'une école d'ingénieur en informatique réalise une enquête afin de déterminer le taux P de filles parmi ses élèves. Afin d'accélérer le traitement, le dépouillement est partagé entre deux personnes. La première révèle 30 filles sur 110 étudiants et la deuxième 25 filles sur 100 étudiants. Oui. Vous entendez pas? Est-ce que j'ai un micro que je sais pas quoi. Bah, pour la prochaine fois, je demanderai à avoir un micro en fait. Alors pour l'échantillon 1, vous avez P qui est égal à 30 divisé par 110. Là, il y a une coquille, en fait, c'est 110 et non pas 100. Pour l'échantillon 2, vous avez P qui est égal à 25 divisé par 100. Et pour l'échantillon total, vous avez P qui est égal à 30 plus 25 divisé par 110 plus 100, qui est égal à 0,26. L'estimation dépend de l'échantillon testé. On peut donc se demander quelle est la meilleure estimation. C'est à cette question que permet de répondre en partie l'estimation par intervalle de confiance. Donc là, on va utiliser un intervalle de confiance. Intervalle de confiance Fn moins K racine de Fn facteur de 1 moins Fn divisé par petit n et Fn plus K racine de Fn facteur de 1 moins Fn divisé par petit n. Reprenons l'exemple de l'école d'ingénieur. Pour chacun des échantillons, on peut déterminer un intervalle de confiance avec alpha qui est égal à 5%.
par lecture de la table de la loi N01, on a K qui est égal à 1,96. Donc, on prend un niveau de confiance qui est égal à 5%. Donc, pour raisonner par rapport à un risque symétrique, à droite, vous allez avoir 2,5% et à gauche, vous allez avoir 2,5%. Et on lit dans la table de la loi normale inverse le quantile qui correspond à 0,975. Ici, vous avez f de k qui est égal à 1 moins alpha sur 2. Donc, la valeur de la fonction de répartition en k est égale à 1 moins alpha sur 2. Alpha est égal à 5%. Donc, f de k est égal à 0,975. Et quand vous posez f de k qui est égal à 0,975, à l'aide de sous Excel de la loi normale inverse, vous avez k qui est égal à 1,96. Donc, on obtient I qui est égal à 0,19035 pour l'échantillon numéro 1, I qui est égal à 0,16033 pour l'échantillon 2 et I qui est égal à 0,2032 pour l'échantillon total. Donc, je vais vous montrer sous Excel comment on fait. Donc, vous avez N qui est égal à 110, N qui est égal à 100 et N qui est égal à 210. Alors, on a dans le premier échantillon 25 filles pour 100 étudiants, 110 étudiants. Donc, on a 25 divisé par 110 qui fait 0,27. Dans l'exemple numéro 2, on a... Alors, attendez, je ne me rappelle plus. Dans l'exemple numéro 2, on a 25 filles pour 100 étudiants. Donc, on a Fn qui est égal à 0,25. Et dans l'exemple numéro 3, on a 30 plus 25 filles divisé par 110 plus 100 qui est égal à 0,26. Donc, vous avez Fn qui est égal à 0,27, 0,25, 0,26. On va calculer à chaque fois l'intervalle de confiance pour la proportion petit p. Donc, la proportion petit p avec Fn qui est égal à 0,27 sera encadrée par 0,19, 0,35. 0,19, ce sera E2, Fn, moins K, A2, fois racine de P facteur de 1 moins P sur D2 qui est égal à N. Donc on va avoir Fn moins K racine de P facteur de 1 moins P sur N. Et pour B, on aura Fn plus K fois racine de P facteur de 1 moins P sur N. Donc on obtient comme intervalle de confiance à 95% pour P 0,19, 0,35. Pour l'intervalle de confiance de la proportion P, dans le deuxième cas, on obtient 0,17, 0,33. Et pour l'intervalle de confiance rapporté à la proportion P associée à l'échantillon total, on a 0,20, 0,32. Alors, je vous enverrai le fichier Excel avec les corrections. Comme vous pourrez, comme ça, vous entraîner sous Excel.
Donc, on remarque que l'intervalle de confiance pour un même risque est d'autant moins large, donc d'autant plus précis que la taille de l'échantillon est grande. Donc, vous voyez, pour I1, vous avez un intervalle de confiance plus petit que pour I2. Et pour I1, vous avez un intervalle de confiance plus petit que pour I1. Parce que N est plus grand. Des questions par rapport à ça, quoi? Donc, on va calculer maintenant l'intervalle de confiance pour une moyenne. On avait vu l'intervalle de confiance pour la fréquence. Maintenant, on va calculer l'intervalle de confiance pour une moyenne. Soit x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires id, telles que, donc là, il s'agit d'un échantillon, tel que l'espérance de xi est égale à mu et la variance de xi est égale à sigma carré. On cherche l'intervalle AB tel que la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 1 sur alpha. Supposons que n est grand et que l'échantillon est de loi inconnue, mais avec sigma connu. Alors nous pouvons approcher la loi de x bar par une loi normale. Donc on va avoir racine de n facteur de xn bar moins mu sur sigma qui va tendre vers la loi n01 lorsque n tend vers plus l'infini. Je vais vous remontrer en fait la formule. Vous avez ici, supposons que xn est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, c'est-à-dire id, avec l'espérance de xi qui est égale à mu et la variance de xi est égale à sigma. Alors le théorème central limite permet de dire que racine de n xn bar moins mu sur sigma converge en loi vers n01 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, vous avez une convergence en loi. Et on peut dire que pour n grand, racine de n, facteur de xn bar moins mu sur sigma, suit approximativement la loi normale n01. Alors, soit x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires id, on pose mu qui est compris entre A et B. Donc, comme tout à l'heure, on avait posé P qui était compris entre A et B, et on va construire un intervalle de confiance à partir d'un niveau de confiance 1 moins alpha fixé. Alors, on va avoir mu qui va être compris entre A et B. On multiplie par moins 1, donc moins mu sera compris entre moins B et moins A. On rajoute xn bar et on divise par sigma. Donc ça vous fait racine de n facteur de xn bar moins B sur sigma est inférieur ou égal à racine de n facteur de xn bar moins u sur sigma est inférieur à racine de n facteur de xn bar moins a sur sigma. Et on va poser B' qui est égal à racine de n xn bar moins b sur sigma et A' qui est égal à racine de n facteur de xn bar moins a sur sigma. Donc, ici, vous remarquez que à gauche et à droite, dans la probabilité, vous avez petit xn bar au niveau des bornes. Donc, lorsqu'on passe aux bornes, en fait, lorsqu'on fait des calculs avec les bornes, on prend la réalisation de la borne et non pas la variable aléatoire associée à la réalisation de la borne. Vous avez au centre de l'intervalle grand X bar et aux extrémités de l'intervalle, vous avez petit X bar. Donc c'est la même, en fait, c'est la même démarche que tout à l'heure. Là, vous avez grand Fn au centre de l'intervalle et aux bornes de l'intervalle, vous avez petit Fn. Et petit Fn est la réalisation de grand Fn. Donc, on a la probabilité que mu soit compris entre A et B, qui est égale à la probabilité que Z soit compris entre B' et A', avec B' qui est égal à racine de n xn bar moins B sur sigma, et A' qui est égal à racine de n xn bar moins A sur sigma. Où Z suit la loi N01. Si on suppose un risque symétrique et étant donné la loi N01, étant donné que la loi N01 est symétrique par rapport à Y, nous pouvons poser A' qui est égal à moins B' qui est égal à K. Donc, on va dire que à droite de A, on a alpha sur 2,
Et à gauche, à droite de A', on a alpha sur 2, et à gauche de B', on a alpha sur 2. Donc la probabilité que mu soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha, équivaut à dire que la probabilité que Z soit compris entre moins K et K est égale à 1 moins alpha. Ici, on a remplacé A' par K et B' par moins K. Donc, la probabilité que Z soit compris entre moins K et K est égale à alpha. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir probabilité que Z soit compris entre moins K et K. Ce sera la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K, moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal. Non, je recommence. La probabilité que Z soit compris entre moins K et K, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K, moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K. Et la probabilité que Z soit inférieur ou égal à moins K, c'est la probabilité que Z soit supérieur à K. Et la probabilité que Z soit supérieur à K, c'est 1 moins la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K. Et donc, on obtient 2f de K moins 1, avec f de K, qui est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à K. Et 2f de K moins 1 est égal à 1 moins alpha. Donc, f de K est égal à 1 moins alpha sur 2. Alors, la valeur de K s'obtient par lecture de la table inverse de la loi N0A. D'où A est égal à x bar moins k sigma sur racine de n et b est égal à x bar plus k sur racine de n. Finalement, l'intervalle de confiance symétrique d'une moyenne pour un risque alpha est x bar moins k sigma sur racine de n, x bar plus k sigma sur racine de n. Avec sigma connu, sigma étant fixé. Alors, maintenant, on va passer à un exemple. On s'intéresse à la longueur en millimètres des faces de lunettes d'un certain modèle. L'écart type de cette longueur est spécifié dans le cahier des charges, égal à 0,48 mm. On prélève un échantillon de 64 faces de lunettes et on mesure la moyenne des longueurs, x bar qui est égal à 130 mm. Alors l'intervalle de confiance à 95% de la longueur moyenne des faces est égal à 129,98, 130,22. Donc, on raisonne avec un intervalle de confiance de 95%. Le risque est symétrique, donc on a 2,5% à droite et 2,5% à gauche. Donc le quantile associé à la loi normale sera un quantile à 0,975. Donc on va calculer pour K, loi, point normal, point standard, point inverse de 0,975. Et x bar est égal à 130,1. Sigma et x bar est égal à 130,1, c'est la réalisation empirique du grand xn bar. Sigma est connu, il est égal à 0,48. N est égal à 64. Et A, ce sera xn bar moins k sur racine de n. Moins k sigma sur racine de n. Donc ce sera xn bar moins k moins b2 fois sigma 0,48 divisé par racine de n, qui est égal à d2. Et vous aurez b qui sera égal à x bar plus k fois sigma sur racine de n. Qui sera égal à 130,22. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Est-ce que c'est compris, quoi? Donc, quand vous partez en fait d'une moyenne que vous voulez encadrer, vous avez mu qui est compris entre A et B, eh bien vous utilisez le théorème central limite qui vous dit que racine de n x bar moins mu sur sigma va suivre approximativement une loi normale pour n grand. Et vous construisez vos bornes à partir de mu compris entre A et B. Vous aurez moins mu compris entre moins B et moins A. Vous ajoutez xn bar, vous divisez par sigma et vous multipliez par racine de n. Comme ça, vous faites apparaître au centre racine de n, facteur de grand xn bar moins mu sur sigma, et qui va suivre une loi normale n01. Donc vous avez probabilité que mu compris entre A et B est égal à la probabilité que Z, avec Z qui suit une n01, compris entre B' et A'. D'accord? Donc ensuite, vous posez A' est égal à K et B' est égal à moins K. Vous allez considérer un risque symétrique. Et vous allez obtenir f de K qui sera égal à 1 moins alpha sur 2. On ne va pas le redémontrer à chaque fois, mais vous aurez toujours, quand vous prenez un risque symétrique, alpha sur 2 à droite et alpha sur 2 à gauche, f de K qui sera égal à 1 moins alpha sur 2. Donc, deuxième cas, supposons que l'échantillon suit une loi normale avec sigma carré connu. Alors, nous pouvons procéder de la même façon que précédemment, car nous savons que xn bar suit une loi normale n de mu sigma carré sur n. La différence vient du fait que la loi est exacte et donc que l'échantillon peut être de petite taille. Troisième cas, supposons que l'échantillon soit de loi normale avec sigma carré inconnu. Alors, il faut remplacer sigma carré par son estimation, S étoile carré, et alors nous savons que racine de n xn bar moins mu sur S étoile suit une loi de Student à n-1 degré de liberté. Donc, là, ici, dans le troisième cas, qu'est-ce qui diffère par rapport au cas théorique qu'on a vu avec l'intervalle de confiance pour une moyenne, où on supposait que sigma était connu? La différence, c'est que sigma est inconnu. Donc, lorsque sigma est inconnu, en fait, vous allez utiliser ici la deuxième formule, racine de n xn bar moins θ sur S étoile, qui va suivre une student de paramètre n-1. Et vous remplacez sigma par S étoile. Donc ici, vous prenez l'intervalle x bar moins k sigma sur racine de n, x bar plus k sigma sur racine de n, et vous remplacez sigma par S étoile. Donc ça fera x bar moins k S étoile sur racine de n, x bar plus k S étoile sur racine de n. Et k, ici, ce sera non plus le quantile associé à la loi normale, mais le quantile associé à la loi de Student. Donc vous aurez exactement la même démonstration, sauf que vous aurez sigma qui sera remplacé par S étoile. Vous aurez probabilité que mu compris entre A et B est égal à la probabilité que racine de n xn bar moins mu sur S étoile, sur grand S étoile, supérieur à petit xn bar moins b sur petit S étoile et inférieur ou égal à racine de n petit xn bar moins a sur petit S étoile. Ceci en vertu de cette formule en deuxième ligne. Racine de n, xn bar moins θ sur S étoile suit une loi de Student de paramètre n-1 avec n-1 degré de liberté.
Dans la fabrication de comprimés effervescents, il est prévu que le dosage du bicarbonate de sodium suit une loi normale. On a prélevé un échantillon de 25 comprimés et mesuré une moyenne X bar est égale à 1625 mg et un écart type S étoile qui est égal à 10 mg. Il y a 95% de chances que le dosage soit dans l'intervalle 1620,9-1629,1. Donc on a X bar qui est égal à 1625. Vous allez calculer K. Alors je vais passer au fichier Excel. Ceux qui sont en ligne, vous voyez le fichier Excel? Oui. Oui. Donc, vous allez utiliser en fait la formule. Vous avez une loi qui est symétrique, donc c'est exactement la même démonstration. La loi de Student en fait est symétrique comme la loi normale. Et au lieu d'avoir sigma, vous aurez S étoile. Donc vous aurez X bar moins K S étoile sur racine de N et X bar plus K S étoile sur racine de N. Donc S étoile est égal à 10, X bar est égal à 1625, K est égal à loi student inverse de 0,975,24. Pourquoi? Parce que le risque en fait est de alpha, le risque est de alpha sur 2 à gauche et de alpha sur 2 à droite. Donc vous allez prendre 0,975 avec alpha qui est égal à 5%. Alpha divisé par 2, ça fait 2,5%. Donc 1 moins alpha sur 2, ça fait 0,975. Donc vous prenez loi de student inverse pour calculer le quantile. Vous avez le niveau de confiance qui est égal à 0,975 et le nombre de degrés de liberté qui est égal à N-1 qui est égal à 24. Monsieur, juste une question. À chaque fois, vous parlez de quantile, c'est l'intervalle de confiance, en gros, c'est ça? Le quantile, c'est petit k. Ah, c'est le petit cas que vous avez montré tout à l'heure avec Excel. Voilà, c'est ça, c'est petit k. Et que je montre ici avec la loi de Student, avec Excel aussi. Vous voyez? Et toutes ces lois, elles sont intégrées dans Excel ou pas? Il suffit juste de taper ça et puis Excel, il va direct le faire, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que vous tapez loi.student.inverse.n. Paramètres, c'est ça? N, c'est comme nouveau, en fait. C'est la nouvelle. Donc, vous tapez loi.student.inverse 0,975, point virgule 24. Vous mettez un point virgule entre 0,975 et 24. Et 0,975, c'est la probabilité. Et 24, c'est le degré de liberté qui est égal à N-1. Et là, on est dans quel intervalle? Là, on est dans l'intervalle X. Je vais vous remontrer. Vous voyez le fichier PDF s'afficher, quoi? Oui. Donc, on est dans l'intervalle X moins K sigma sur racine de N, X bar, plus K sigma sur racine de N. Et on a remplacé sigma par S étoile. Ok. Vous avez compris? Ouais, ok. Pas de questions, non? Si on pouvait revenir aux intervalles de confiance tout à l'heure ou pas, s'il vous plaît. Ici, là? Là encore, vous remontez, encore. On remontait encore tout à l'heure, vous Mais étiez là, en train de parler. c'est un autre Avec paragraphe, en fait. ça, j'avais pas compris en gros. C'est un autre paragraphe, en fait. L'intervalle pour une proportion, ce n'est pas les mêmes formules que l'intervalle pour une moyenne. Ok. Donc, est-ce que vous avez compris, en fait, comment on obtient X bar moins K sigma sur racine de N et X bar plus K sigma sur racine de N?
Non, Non, vous n'avez pas compris, quoi. non, pas trop. Donc, vous avez probabilité que mu est compris entre A et B. On part de mu compris entre A et B. Ensuite, on multiplie mu par moins 1, donc ça fait moins mu compris entre moins B et moins 1. Ensuite, on rajoute x bar, donc ça fait x bar moins B est inférieur à x bar moins mu qui est inférieur à x bar moins 1. On divise par sigma et on multiplie par racine de n. Donc ça fait la probabilité que mu est compris entre A et B, c'est la probabilité que racine de n xn bar moins B sur sigma est inférieur ou égal à racine de n grand xn bar moins mu sur sigma est inférieur ou égal à racine de n grand xn bar moins 1 sur sigma. Et c'est égal à la probabilité que z est compris entre B' et A', avec A' qui est égal à racine de n xn bar moins 1 sur sigma et B' qui est égal à racine de n grand xn bar moins B sur sigma. Est-ce que ça, vous avez compris, quoi? Ça, je comprends. Ça, j'ai compris. OK. Donc, vous posez B' qui est égal à racine de n xn bar moins B sur sigma et A' qui est égal à racine de n xn bar moins 1 sur sigma. OK. Ensuite, vous avez A' qui est égal à K et B' qui est égal à moins K. Parce qu'on va, supposer un risque symétrique. Vous avez dit A' égale à quoi? A' égale à K? A' égale à K et B' égale moins K. OK. Parce qu'on va supposer que le risque est symétrique. Donc, on va avoir probabilité que mu compris entre A et B est égal à 1 moins alpha est équivalent à dire que la probabilité que Z soit compris entre moins K et K est égale à 1 moins alpha, avec Z qui est égal à racine de n xn bar moins mu sur sigma. Ça, est-ce que vous avez compris, quoi? Ouais, je vois. C'est compris, ça? Ouais, ça, j'ai compris. Ça. Et en fait, alors, Z est égal à racine de n xn bar moins mu sur sigma, et en vertu du théorème central limite, Z suit une loi N01. Donc, vous transformez pour probabilité que Z soit compris entre moins K et K en 2f de K moins 1. Ça peut se démontrer, en fait. La probabilité que Z soit compris entre moins K et K pour une loi symétrique, c'est 2 fois la fonction de répartition en K moins 1. C'est toujours ça? C'est Oui, toujours 2F? Oui, c'est toujours 2f de K moins 1 pour une loi symétrique. Hein. Si la loi n'est pas symétrique, ça ne marche pas, quoi. Donc 2f de K moins 1 est égal à 1 moins alpha. Quoi. Donc f de K est égal à 1 moins alpha sur 2. Quoi. Là, vous avez compris? Oui, oui, je vois. Ensuite, on pose A' qui est égal à K, qui est égal à racine de n de xn bar moins 1 sur sigma. Donc si K est égal à racine de n xn bar moins 1 sur sigma, ça fait A qui est égal à xn bar moins K sigma sur racine de n. C'est facile en fait, vous multipliez par sigma sur racine de n et vous apercevez que x bar moins K est égal à sigma sur racine de n, facteur de K. Et donc, vous passez A de l'autre côté et x bar de l'autre côté, ça fait A qui est égal à x bar moins K sur racine. Ouais, c'est bon. C'est bon? Vous êtes bien d'accord? Ah, il est bien égal à K, c'est ça? Non, c'est A' qui est égal à K. A', il est là. La probabilité que Z soit compris entre B' et A'. A' est égal à K, et A, vous allez le calculer en fonction de K. Vous allez avoir racine de n xn bar moins 1 sur sigma qui est égal à K. Et c'est quoi la différence entre ce qu'on fait et ce que vous étiez en train de faire tout à l'heure avec les 5%, avec les intervalles de confiance? Là, on est dans les moyennes, c'est ça? Là, on est dans la moyenne, tandis que tout à l'heure, on était dans la proportion. Donc, en termes de proportion, comment ça, on est dans la moyenne? Vous n'avez pas un exemple à me donner, par exemple? Je sais pas. C'est ça, en gros, que je ne visualise pas la différence. Bah, En gros, là, on est en train d'étudier un intervalle de confiance pour une moyenne, en gros, c'est ça? voilà, un intervalle de confiance pour une moyenne. Ici, vous avez un exemple que je vous ai lu, voilà quelques minutes, en ce qui concerne les lunettes. Donc, est-ce que vous avez bien mémorisé que l'intervalle de confiance, c'est x bar moins k sigma sur racine de n et x bar plus k sigma sur racine de n?
Donc, exemple, on s'intéresse à la longueur en millimètres des faces de lunettes d'un certain modèle. L'écart type de cette longueur est spécifié dans le cahier des charges, est égal à 0,48 mm. Donc, sigma est égal à 0,48. On prélève un échantillon de 64 faces, donc n est égal à 64. Et on mesure la moyenne des longueurs. Donc, x bar est égal à 130. Donc là, qu'est-ce qui vous manque là? On a x bar, on a sigma, on a N. n. Qu'est-ce qui va vous manquer quoi? Bah, K. K. Et K, ça va être quoi? Ça va être le Le quantum, c'est ça? Le quantum. quantile. Ouais. Le quantile. Et f de K va être égal à 1 moins alpha sur 2, avec alpha qui est égal à 5%. Là, vous avez un intervalle de confiance à 95%, donc 1 moins alpha est égal à 95%, donc alpha est égal à 5%, et f de K sera donc égal à 1 moins 5% divisé par 2. Vous pouvez répéter ce que vous voulez dire là dernièrement? Juste, vous avez dit quoi? Alors, 1 moins alpha est égal à 95%, Ok. donc alpha est égal à 5%, Ouais. donc 1 moins alpha sur 2, ça va faire 1 moins 5% divisé par 2. Donc la valeur de K, c'est 1 moins alpha sur 2. La valeur de f de K, pas K, f de K, c'est 1 moins 5% divisé par 2. Ok. Donc ça va faire 0,975. Ça va faire 1 moins 0,05 divisé par 2. Donc ça fait 0,975. Donc f de K est égal à 0,975. Donc K est égal à f moins 1 de 0,975. Vous êtes d'accord? Et K est égal à quoi? F de... F de moins 1 de 0,975. Et ici, comme K est égal à f moins 1 de 0,975, on fait loi normale standard inverse. Ça veut dire f moins 1. Loi normale standard, c'est f. Inverse, c'est moins 1. Donc, ce sera f moins 1 de 0,975. D'accord? Je vous ai perdu là en gros. Là, on cherche là pour calculer K, on fait la loi standard inverse, c'est ça? On fait la loi standard inverse. Vous avez K qui est égal à f moins 1 de 0,975. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, ça, je suis d'accord. Donc, f, ça s'appelle loi normale standard. Ok. F, ça s'appelle loi normale standard. Moins 1, c'est inverse. Et donc, ça fait loi normale standard inverse de 0,975. Ok. Et ça vous donne 1,96. Loi standard inverse. D'accord. C'est clair. Sigma est égal à 0,48. N est égal à 54. Et A, ça va faire X bar moins K fois sigma divisé par racine de N. Donc, ça va faire A2 moins B2 fois C2 divisé par racine de N. Et monsieur, ça, c'est que pour les intervalles de confiance de 95, sur un seuil de 95%, c'est ça? Ben, on aurait pu prendre un intervalle de confiance à 90%. Si on avait pris un intervalle de confiance à 90%, on aurait quoi dans la loi normale standard inverse à la place de 0? On n'aurait pas 0,97,5, on aurait eu, attendez, 90 sur 2, c'est 1 moins 90 sur 2, c'est ça? 1 moins, tu vois? 1 moins 10, 1 moins 10% divisé par 2. 1 moins 10 divisé par 2, excusez-moi. Avec 0,95, non? 0,95. C'est ça? Oui. Ok. C'est bon, j'ai compris. On aurait eu 0,95. Alors ensuite, donc, on aboutit à 120, on aboutit à un intervalle de confiance égal à 129,98, 130,22. Maintenant, un autre exemple. Dans la fabrication de comprimés effervescents, il est prévu que le dosage du bicarbonate de sodium suit une loi normale.
On a prélevé un échantillon de 25 comprimés et mesuré une moyenne X bar de 1625 mg et un écart type de 10 mg. Il y a 95% de chances que le dosage soit dans l'intervalle 1629,9-1629,1. Donc là, on va utiliser en fait cet intervalle de confiance. X bar moins K sigma sur racine de n, X bar plus K sigma sur racine de n. Sauf que le K, ce sera le quantile de la loi de Student, et le sigma, on va remplacer par S étoile. D'accord? Donc, si on remplace sigma par S étoile, donc S étoile est égal à 10, N est égal à 25, X bar est égal à 1625, PK est égal à 2,06. Donc on va avoir F-1 de 0,975 avec N-1 degré de liberté. Parce que la loi de Student dépend du paramètre N-1. Et N-1 est égal à 24, avec N qui est égal à 25. Donc loi.student.inverse de N de 0,975,24. Donc on va avoir A qui sera égal à X bar moins K S étoile sur racine de N, et B qui sera égal à X bar plus K fois S sur racine de N. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Comment on passe de la loi normale à la loi de Student? Vous avez compris quoi? Pas trop. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris quoi? En gros, je vois pas trop le lien entre la loi de Student et la loi normale. La loi normale, j'ai tout compris. Après, Alors, en fait, oui, c'est les mêmes formules que tout à l'heure. Vous avez toujours probabilité que mu soit compris entre A et B qui est égal à probabilité de racine de xn bar moins b sur sigma inférieur ou égal à racine de xn bar moins mu sur sigma qui est inférieur ou égal à racine de xn bar moins 1 sur sigma. Sauf que racine de n xn bar moins mu sur sigma, ça va suivre une loi de Student au lieu d'une loi normale. Avant, on avait racine de n xn bar moins mu sur sigma qui suivait une n01 parce que sigma était connu. Et là, on a maintenant racine de xn bar moins mu sur sigma qui suit une loi de Student de paramètre n-1 avec sigma inconnu. Et sigma, quand il est inconnu, ça se note S étoile. Enfin, quand il est inconnu, on remplace sigma par sa valeur empirique et ça nous donne racine de n xn bar moins u sur S étoile. Et racine de n xn bar moins mu sur S étoile va suivre une loi de Student de paramètre n-1. D'accord? Et là, vous l'avez là, en fait. Vous avez ici racine de n, xn bar moins θ avec θ qui est égal à mu, racine de n, xn bar moins u sur S étoile qui suit une loi de Student de paramètre n-1. Mais c'est pas le premier cas, là? Ah non, ah oui, il est inconnu, excusez-moi. Ok. Donc, quand il est inconnu, on remplace par racine de n, x bar moins θ sur S, c'est ça? Répétez votre question, je n'ai pas bien compris. Quand il est En inconnu, gros, je veux dire, quand sigma est inconnu, quand sigma il est inconnu, on applique directement ça. C'est ça? c'est-à-dire, ça, c'est quoi pour vous? En gros, c'est l'estimation moyenne. Dans le cas où sigma il est inconnu, on a une formule avec racine de n facteur de x bar moins θ sur S. Voilà. Et donc, quand sigma est inconnu,
dans la formule, on remplace sigma par quoi? Bah, par racine de n. Non, mais le sigma, au dénominateur, au dénominateur, on Le remplace sigma, on le remplace par S, non? S étoile, voilà, c'est ça. S étoile. Et S étoile, c'est quoi déjà, monsieur? C'est l'écart type empirique. L'écart type empirique, c'est quand on fait la somme de tous les écarts types, c'est ça? C'est l'écart type empirique. Alors, S étoile au carré, c'est la somme des écarts au carré par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que ce sera 1 sur n moins 1, la somme des xi moins x bar au carré, quoi. Ok. Là, vous avez là la formule. S carré est égal à 1 sur n, la somme pour i variant de a à n de xi moins x bar au carré. Et S étoile carré est égal à 1 sur n moins 1. On remplace 1 sur n par 1 sur n moins 1. La somme des xi moins x bar au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. D'accord? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ouais, c'est plus clair. OK. Maintenant, intervalle de confiance pour une variance. Soit x1, x2, xn, une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, telles que espérance de xi est égale à mu et variance de xi est égale à sigma carré. On cherche l'intervalle AB tel que la probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha. Alors, là, ici, on va utiliser la formule ici. n-1 S étoile carré sur sigma carré suit une qui carré de n-1. Donc, on va avoir n-1 S étoile carré sur sigma carré suit une qui carré de n-1. Ça, c'est la quatrième ligne. On suppose que mu est inconnu et on va vouloir calculer à l'intervalle de confiance de sigma carré. Donc, on a z qui est égal à ns carré sur sigma carré, ou, ça revient au même, z qui est égal à n-1 s étoile carré sur sigma carré. Parce que le s étoile carré étant 1 sur n-1 et le s carré étant 1 sur n. Ça suit une qui 2 à n-1 degré de liberté. Donc la qui 2, en fait, la forme, vous l'avez ici, quoi. La probabilité pour que sigma carré soit compris entre A et B est égale à la probabilité que 1 sur sigma carré soit compris entre 1 sur B et 1 sur A. Et ensuite, on multiplie par ns carré. C'est la probabilité que ns carré sur B soit inférieur ou égal à ns carré sur sigma carré, qui est inférieur ou égal à ns carré sur A. Donc ça, c'est la probabilité que Z, avec Z qui est égal à ns carré sur sigma, où Z suit une qui carré de n-1, soit compris entre B' et A', où B' est égal à ns carré sur B et A' est égal à ns carré sur A. Alors, on va supposer un risque symétrique, c'est-à-dire qu'à droite de A', vous allez avoir autant qu'à gauche de B. Là, vous voyez, vous avez un petit schéma. Et vous avez à gauche de B', vous avez alpha sur 2. Et à droite de A', vous avez alpha sur 2. Donc, on va supposer un risque symétrique. À droite de l'intervalle, vous avez alpha sur 2. Et à gauche de l'intervalle, vous avez alpha sur 2. Ça veut dire que le risque est symétrique. Par contre, la loi n'est pas symétrique. Donc, comme la loi n'est pas symétrique, on ne pourra pas dire que B' égale moins A. Avant, on avait un axe de symétrie par rapport à OY. Là, vous voyez, OY, en fait, il est à gauche de la fonction de densité. Donc, on n'a pas un axe de symétrie par rapport à OY. Donc, on va dire que la probabilité que Z est supérieur à A' est égale à alpha sur 2.
Et la probabilité que Z est égal à que Z est inférieur ou égal à B' est égale à alpha sur 2. Mais monsieur, c'est pas bizarre, ça doit pas être égal à moins alpha sur 2 pour inférieur à B'. Allez, répétez votre question. C'est pas égal à moins alpha sur 2, justement. Qu'est-ce que- Inférieur à B'. La probabilité que ça soit inférieur à B'. La probabilité que ce soit inférieur à B', quand vous lisez votre graphique, c'est alpha sur 2. La probabilité, là, vous avez une fonction de densité. La probabilité que ce soit compris entre 0 et plus l'infini, c'est 100%. Oui, ok. La probabilité que ce soit supérieur à A', ce sera par exemple 10% divisé par 2, 5%. Et la probabilité que ce soit inférieur à B', ce sera égal par exemple à 10% divisé par 2, qui sera égal à 5%. Et je vois pas en quoi, tout à l'heure, vous avez dit que c'était pas totalement symétrique, en fait. Je comprends pas pourquoi. Bah, là, vous voyez OY. Est-ce que OY coupe la courbe en deux? Non? OY, en fait, il est à gauche de la courbe. Donc vous n'avez pas B' qui est égal à moins A'. Vous n'avez pas OY qui va passer par Ah, le milieu ok. de B'A'. Ok, d'accord. Et c'est comme ça pour toutes les variances? Bah, à chaque fois que vous allez avoir une variance, vous allez prendre, vous allez calculer par rapport à la loi du qui 2, vous allez vous ramener à la loi du qui 2, et donc le risque sera symétrique, mais la loi ne sera pas symétrique. D'accord, c'est compris? Oui. Donc, si on suppose un risque symétrique, la probabilité que sigma carré soit compris entre A et B est égale à 1 moins alpha, et qui veut dire que la probabilité que Z est supérieur à A' est égale à alpha sur 2, et la probabilité que Z est inférieur à B' est égale à alpha sur 2. Les valeurs de A' et B' s'obtiennent par lecture de la table de la loi du qui 2, où A est égal à ns carré sur A' et B est égal à ns carré sur B'. Oui, parce que vous avez A' qui est égal à ns carré sur A dans cette formule, et B' qui est égal à ns carré sur B. Donc vous allez avoir A' qui est égal à ns carré sur A'. Vous allez calculer le quantile associé à A'. A est égal à ns carré sur A', et B qui est égal à ns carré sur B'. Donc comment vous allez faire en fait pour calculer les quantiles? Vous allez avoir A' qui va être quantile. Donc, probabilité que Z inférieur ou égal à A' est égal à 1 moins alpha sur 2. On se ramène, pour le calcul du quantile sous Excel, on se ramène toujours à inférieur ou égal à quelque chose. La probabilité que la loi soit inférieure ou égale au quantile est égale au niveau de confiance. Donc ici, la probabilité que vous avez, par exemple, 10%, vous avez alpha qui est égal à 5%, donc la probabilité que Z soit inférieur ou égal à A' sera égale à 1 moins alpha sur 2, 0,975. Et la probabilité que Z soit inférieur ou égal à B' sera égale à alpha sur 2, donc 0,025. Donc je termine là-dessus. Finalement, l'intervalle de confiance symétrique d'une variance pour un risque alpha est ns carré sur A', ns carré sur B'. Vous avez A' qui est égal à loi du qui 2 inverse 0,975,24. Donc vous prenez f-1, f est égal à qui 2, et inverse c'est moins 1. Donc A' sera égal à f-1 de 0,975 avec 24 degrés de liberté, de paramètres de niveau de confiance 0,975 et de paramètre 24. Et B', ici vous aurez la probabilité que Z inférieur ou égal à B' sera égal à alpha sur 2. Donc puisque la probabilité que Z inférieur ou égal à B' est égale à alpha sur 2, vous remplacez ici
Alors, vous avez B' qui est égal à F moins 1 de 0,025, 24. D'accord? Et vous avez B qui est égal à B' divisé par, vous avez B qui est égal à N moins 1 fois S étoile au carré, donc N moins 1 c'est 24, S étoile au carré c'est 10 au carré, dans l'énoncé c'est 10 au carré, divisé par B' qui est égal à 12, 40. Donc vous obtenez sigma carré compris entre 60, 97 et 193, 53. Donc sigma, qui est l'écart triple, est compris entre 7,81 et 13,51. Vous voyez là, reprenons le cas des comprimés effervescents du paragraphe 4.3. Alors l'intervalle de confiance à 95% pour l'écart type est 7,81 et 13,91. Parce que vous avez un niveau de confiance de 95%, alpha est égal à 5%, donc alpha sur 2 sera 2,5%. Donc vous aurez 0,975 comme niveau de confiance pour A' et 0,025 comme niveau de confiance pour B'. N est égal à 25, donc N-1 est égal à 24. Et là, on ne se sert pas de X bar, en fait. Pour calculer l'intervalle de confiance de la variance, on ne se sert pas de X bar. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous écoute. Je suis à votre disposition pendant 10 minutes si vous avez des questions. Dans la salle, vous avez des questions? Bon, est-ce que vous avez bien compris l'histoire quand on dit que l'intervalle de confiance est symétrique parce que la loi est symétrique et qu'on suppose un risque symétrique? Ça, est-ce que c'est compris, quoi? Dans la salle, c'est compris? Ok, donc on se revoit demain. On se revoit demain à 16h30, c'est ça, quoi? Ok, à demain.